Des nouvelles préoccupantes nous parviennent à la fois de sources américaines et russes. Il semble que les États-Unis se préparent activement à une guerre contre l'Iran ou à une guerre israélo-iranienne. Mais ne nous leurrons pas. Israël ne peut pas mener une guerre contre l'Iran seul. Il dépend totalement et entièrement de l'armée américaine pour le soutien et le renseignement, encore plus que l'Ukraine ne l'est ou ne l'a été. Ce que nous apprenons de RT, du New York Times et de l'ensemble de la scène médiatique en ce moment, c'est qu'il semble que les États-Unis évacuent le personnel non essentiel de leurs bases militaires au Moyen-Orient, en particulier de leurs bases relativement importantes en Irak. Cela vient de Russia Today, qui cite également des déclarations du département d'État. Le New York Times fait de même, bien qu'il présente la situation de manière plus directe, affirmant qu'Israël semble prêt à attaquer l'Iran. Des responsables aux États-Unis et en Europe affirment que l'inquiétude suscitée par la frappe et la perspective de représailles ont conduit les États-Unis à retirer leurs diplomates d'Irak et à autoriser le départ volontaire des familles de militaires américains du Moyen-Orient. Et nous savons que les États-Unis ont une présence importante, bien sûr, dans toute l'Asie de l'Ouest. L'Iran a déjà menacé de riposter contre ses forces si des frappes israéliennes soutenues par les États-Unis devaient avoir lieu sur son territoire. Et nous savons qu'Israël pousse depuis longtemps à une escalade avec l'Iran. L'un des éléments qui a freiné cette escalade est la négociation en cours, qui en est maintenant à son 3e mois, entre l'administration Trump et l'Iran. Et alors que Trump affirme depuis longtemps qu'il pense qu'un accord est imminent, il a récemment déclaré le contraire lors d'une interview. Il dit qu'il pourrait ne pas y avoir d'accord nucléaire, qu'il accuse l'Iran de faire traîner les discussions et les négociations. Bien qu'il faille souligner que les tactiques de négociation les plus inacceptables viennent des États-Unis. Les États-Unis ont constamment changé leur position de négociation. Au début, il était assez clair que les États-Unis devraient accepter qu'il y ait un enrichissement nucléaire de plutonium ou d'uranium en Iran. Cela a ensuite été remis en cause par les négociateurs américains et l'administration Trump a demandé à Steve Witkoff d'exiger que l'Iran cesse tout enrichissement de son combustible nucléaire. C'est, bien sûr, une position totalement inacceptable pour les Iraniens. Maintenant, les États-Unis accusent l'Iran d'avoir une position inacceptable elle-même, alors que selon le droit international, l'usage de la force et la menace d'usage de la force sont interdits. Ce sont des violations de la Charte des Nations Unies. Nous savons tous que les États-Unis et Israël menacent constamment, sans relâche et en permanence, les pays avec lesquels ils ne sont pas d'accord, par des interventions militaires directes. Il semble donc, à l'heure actuelle, que des préparatifs en ce sens soient en cours, ou que l'on se prépare aux conséquences d'une attaque directe. Si Israël, avec l'aide des États-Unis et des services de renseignement américains, tente de cibler les sites nucléaires iraniens, auquel cas l'Iran ripostera. Un autre signe très préoccupant est qu'apparemment, récemment, Donald Trump a été interrogé à ce sujet lundi ou mercredi soir, donc il y a seulement quelques heures. On lui a demandé les raisons du départ du personnel américain. M. Trump a répondu aux journalistes, « Eh bien, il va falloir que vous trouviez la réponse vous-même. » C'est à nouveau très inquiétant. Cela pourrait être une nouvelle tactique de négociation visant à effrayer l'Iran, mais l'Iran a à plusieurs reprises refusé de se laisser intimider ou effrayer pour se soumettre. Il y a ces lignes rouges absolues concernant le programme nucléaire et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, droit auquel l'Iran insiste et dont il ne reculera pas. Il y a aussi, bien sûr, toute la stratégie des États-Unis visant à lier la question nucléaire au programme de missiles, ce qui pour les Iraniens est totalement intouchable.
Et si ce sont effectivement des préparatifs pour des frappes contre l'Iran, alors quelque chose de très grave se profile à l'horizon. Et je dois dire que la raison pour laquelle je ne pense pas que ce soit une exagération, c'est qu'en ce moment, du point de vue israélien, ce n'est pas seulement le bon moment pour cela, mais c'est un moment nécessaire. Parce qu'en Europe actuellement, l'ambiance est en train de changer, je ne saurais trop insister là-dessus. Le récent succès du Mavi Marmara, des 12 activistes qui tentaient de naviguer vers la Palestine, vers Gaza, pour livrer du lait infantile, et qui ont ensuite été interceptés dans les eaux internationales. Ces 12 personnes ont été enlevées et amenées en Israël. Certains d'entre eux, oui, sont encore en Israël. Tandis que Greta Thunberg est rentrée et a vraiment réussi, extrêmement bien réussi, à faire entendre la voix des opposants au génocide à Gaza. Cela a été un fiasco majeur pour Israël, tant dans la manière dont cela a été géré que dans la façon dont cela a, une fois de plus, mis en lumière l'approche inhumaine et totalement génocidaire d'Israël envers les civils de Gaza et ses tentatives d'extermination, ses efforts pour vider complètement la bande de Gaza et tuer autant de Palestiniens que possible. Même à ces moments où Israël prétend fournir de la nourriture, mais finit par tirer sur des dizaines de Palestiniens à vue. Tout cela se produit et galvanise, en ce moment, principalement les opinions publiques européennes. Et vous savez, il y a eu de grandes manifestations. Des villes françaises se sont récemment soulevées en protestation, hier et avant-hier. Et vraiment, si vous regardez sur Twitter, vous voyez les foules. Elles sont énormes maintenant. Ce sont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui manifestent partout en Europe. Et les gouvernements européens ont commencé à changer de ton. Il faut également souligner que les médias changent eux aussi de ton. Il y a actuellement une tonalité beaucoup plus critique. Même les soutiens les plus fervents d'Israël, même Piers Morgan, parlent désormais des atrocités commises par Israël. Ainsi, le contrôle du récit par Israël sur le génocide qu'il supervise depuis 3 ans est en train de s'effriter. Et Israël, s'il y a bien une chose qu'il sait, c'est qu'il a besoin du soutien international pour mener à bien ces atrocités. Cela a toujours été le cas. Il n'y aurait même pas d'État israélien sans le soutien international à sa création. Par soutien international, on entend principalement le soutien occidental, européen et nord-américain. Vous avez besoin du soutien de ceux qui détiennent les armes. La majorité des armes, de l'armement, selon certaines estimations, cela représenterait plus de 90%, a été livrée par seulement 2 pays, les États-Unis et l'Allemagne. Sans la livraison de ce type de système d'armes, Israël serait totalement incapable de provoquer la mort et la destruction qu'il inflige actuellement à Gaza, de poursuivre l'agrandissement de l'État israélien et l'annexion de la Cisjordanie, pour laquelle il a actuellement le feu vert, ainsi que l'extermination continue des Palestiniens sur ces terres. Cela est parfaitement clair, et cela devient de plus en plus évident chaque jour. Et le fait que les gouvernements européens et les médias soient désormais peut-être pas sur le point de s'effondrer, mais qu'ils soutiennent beaucoup moins Israël, et que les premiers gouvernements européens, l'Espagne et l'Irlande, aient également commencé à parler d'un génocide commis par Israël. Toute cette vague de répression actuelle doit être extrêmement préoccupante. Et la seule chose qui pourrait inverser la tendance, c'est si Israël parvient à retrouver son rôle favori dans ce feuilleton vieux de 80 ans, à savoir celui de la victime. Israël a besoin d'être à nouveau la victime. Et la manière dont Israël se présente comme victime, c'est en intimidant tout le monde, et bien sûr en tirant le premier. Donc, si Israël attaque maintenant l'Iran, surtout s'il frappe l'Iran dans une zone très sensible, et il y en a 2. L'une est évidemment les installations nucléaires,
L'autre serait des frappes sur des infrastructures civiles dans des zones très peuplées. Disons une frappe sur Téhéran, ou une soi-disant frappe de décapitation contre la résidence ou les bâtiments parlementaires où siège la direction iranienne. Si quelque chose comme cela se produisait, et que l'Iran décidait de riposter massivement contre Israël, ce serait absolument clair. Surtout s'il est évident que cela a été fait avec l'aide du soutien militaire et du renseignement américain. Maintenant, si l'Iran réplique, Israël versera à nouveau des larmes de crocodile et prétendra que l'Iran cherche à exterminer les Juifs, que cela équivaut à un autre génocide, et exigera un soutien inconditionnel à la défense d'Israël, même si c'est Israël qui tire les premiers coups, même si c'est Israël qui tue des centaines, voire des milliers d'Iraniens. Si les Iraniens répondent à cela, Israël qualifiera cela d'agression génocidaire non provoquée contre Israël. C'est absolument et totalement clair. En ce sens, je suis très inquiet en ce moment, car Israël est dos au mur actuellement, et Netanyahou est lui aussi dos au mur. Il a montré à maintes reprises, et Israël également, que chaque fois que la situation devient mauvaise pour Israël, ils ont tendance à faire monter les tensions dans un autre domaine, afin de détourner l'attention de la situation catastrophique qu'ils ont eux-mêmes créée. Donc, pour détourner toute l'attention des médias du génocide toujours en cours, et pour échapper aux critiques politiques venant d'Europe, frapper l'Iran et vraiment déclencher la guerre qu'ils voulaient depuis le début, cela me semble à moi très commode. De plus, si l'on observe maintenant la manière dont les médias internationaux, en particulier le New York Times, préparent le terrain, le récit qui est en train d'être construit actuellement est qu'Israël s'apprête à attaquer l'Iran et que les États-Unis pourraient alors être entraînés dans le conflit, malgré eux, et que les États-Unis sont encore en train de négocier. Et vous savez, les États-Unis apparaissent comme un acteur réticent dans tout ce jeu. Et cela me semble être un récit très commode à construire, afin d'expliquer ensuite au public américain que lorsque l'Iran ripostera et frappera également des sites américains, ces attaques contre des postes militaires américains, des avant-postes et la mort de membres du personnel militaire seront totalement non provoquées, que c'est scandaleux, et que désormais les États-Unis sont entraînés dans la guerre contre leur propre volonté, n'est-ce pas? Il est toujours très important pour le moral du grand public américain que toutes les guerres menées par les États-Unis soient présentées comme des guerres d'autodéfense, n'est-ce pas? Donc, on construit le récit selon lequel, certes, Israël pourrait faire quelque chose de discutable, mais la réaction de l'Iran serait totalement scandaleuse, c'est-à-dire une attaque directe contre les États-Unis, et maintenant, il faudrait riposter aux côtés d'Israël. Ce genre de récit, à mon avis, est déjà en train d'être préparé, ce qui explique pourquoi je trouve cette nouvelle très inquiétante. Les États-Unis n'ont pas l'habitude de retirer leur personnel militaire pour d'autres raisons que d'avoir été expulsés d'un endroit, comme en Afghanistan, ou de se préparer à la guerre. C'était aussi le cas pour la guerre en Irak. Juste avant le début de la guerre en Irak, les États-Unis ont commencé à retirer le personnel qu'ils avaient déployé là-bas et dans d'autres endroits de la soi-disant zone verte à Bagdad. Ainsi, les retraits de troupes et les retraits diplomatiques sont généralement le signe qu'une décision politique a déjà été prise et que les préparatifs sont en cours. J'espère me tromper. J'espère que ce n'est pas le cas, car une guerre américano-israélienne avec l'Iran serait absolument dévastatrice. De plus, l'Iran a désormais un accord de sécurité avec la Russie. Cela ne signifie pas que la Russie s'impliquerait automatiquement, mais je vous garantis que, de la même manière que les États-Unis aiment faire semblant de ne pas être partie prenante au conflit en Ukraine et de rester en retrait, la Russie dirait à tout le monde qu'elle n'est pas impliquée dans le conflit
tout en soutenant, bien sûr, Téhéran avec tous les systèmes qu'elle pourrait fournir. Épargner, car payer, ce serait simplement une revanche. Voilà la triste logique de la guerre par procuration internationale. Si Israël parvenait réellement à convaincre Trump d'aller aussi loin et de déclencher une guerre, alors elle ne serait pas de courte durée. L'Iran a réussi à désamorcer des situations, des provocations très très graves, à plusieurs reprises au cours des 2 ou 3 dernières années. Mais une frappe contre ces installations nucléaires, une frappe de décapitation ou une attaque contre des centres de population serait quelque chose qui déclencherait une guerre totale. Espérons que ce ne sera pas le cas. En attendant, nous devons continuer à surveiller ce qui nous attend à travers les médias. Merci beaucoup de votre attention.